je dis même que si on échoue, eh ben, le Tchad, là, les 2 484 mètres carrés, là, on va le partager en 16 millions et chaque Tchadien va prendre son bout de Tchad. Ça va être encore pire que de faire du fédéralisme. Hein? Est-ce qu'on divise le 1 284 000 km² ou est-ce qu'on reste unis ou est-ce qu'on fait du fédéralisme pour développer le pays et après on revient dans l'unité? Voilà, ça, c'est les problématiques que moi je pose. Merci beaucoup, sœur Somti. Je crois que l'intervention de la sœur a répondu quand même un peu aux inquiétudes du frère Hassan. Donc, si on prend le cas des pays fédérés, l'exemple frappant est notre voisin Cameroun, qui était d'abord un pays fédéral, ensuite il est passé du fédéral à l'unité et que maintenant ils sont en train de revoir s'ils peuvent repartir dans le système fédéral. Donc, quand il n'y a pas de solution, il faut chercher d'autres solutions. Donc, le fédéralisme en tant que tel, ce n'est pas la division du pays, mais c'est chercher à vivre ensemble, mais avoir un développement un peu régional où tout le monde doit avoir sa part ou bien sa place de vivre. Donc, les pays fédérés sont un autre exemple, le Nigeria voisin qui est là. Il y a le gouvernement central, le président et tous les Nigérians, mais chaque État développe son État, chaque État vote ses gouverneurs, et ainsi de suite. Donc, voilà ça. Bon, mais il y a le frère le frère Abel qui a levé la main. Donc, il a une question, une solution à apporter. Et après Abel, nous avons la sœur Désirée. Abel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Enoch. Et je voudrais saluer tout le monde qui participe à ce webinaire. Moi, je m'appelle Abel Walendom. Je vous joins en ce moment d'Abidjan, mais j'ai eu l'insigne honneur de présider les consultations des forces vives tchadiennes de Washington, D.C. en début novembre. La question, le thème sur lequel on est en ce moment, c'est la question des critères des participants. Mais permettez-moi de repartir très rapidement sur le premier thème. Sur la base des consultations que nous avons eues à Washington et qu'on peut appeler pré-dialogue. D'abord, pour partir même sur les prémices de ce dialogue. Qu'on le veuille ou pas, la base de cette discussion vient du changement anticonstitutionnel du régime au Tchad, du pouvoir au Tchad, en avril 2021. Qu'on l'appelle coup d'État ou non. Et c'est sur cette base que les Tchadiens ont vu une opportunité de refonder le pays. La souveraineté du peuple a été arrachée ce jour et un conseil militaire a été mis en place pour diriger le pays. Donc les premières voix qui sont élevées ont demandé l'organisation d'une conférence nationale souveraine, pour redonner la souveraineté au peuple. Le pouvoir en place est allé de l'avant. Et non seulement mis en place un gouvernement, élaboré sa charte de transition, mais mis en place une CODNI parallèlement à un comité technique spécial pour discuter avec les groupes armés, les politico-militaires comme on les appelle. Donc c'est pour dire que les prémices déjà de ce pré-dialogue sont très mal posées. Et aujourd'hui, je viens du Tchad, il y a une très grande suspicion sur la conduite de ce dialogue-là. Il est tout à fait clair qu'il y a beaucoup de Tchadiens qui doutent des possibilités de réussite de ce processus qui est en cours et qui n'y croient réellement pas. J'en veux pour preuve non seulement la qualité de ceux qui conduisent ce processus, mais l'expérience que nous avons eue à Washington, D.C., où il y a eu une volonté manifeste des missionnaires de la CODNI de diriger les débats, d'orienter les discussions de manière à obtenir les résultats qu'ils veulent.
Et la preuve va continuer avec l'élaboration du rapport. Et aujourd'hui, un rapport de la CODNI, du groupe thématique 2, a été produit, dans lequel nous ne retrouvons pas l'essence des consultations de Washington DC. C'est pour dire que je conviens avec mes sœurs qui sont passées avant que le processus semble complètement biaisé et ne pourra pas réussir si des correctifs ne sont pas apportés à ce niveau. Pour parler maintenant des critères de participants, permettez-moi de rajouter le processus parallèle qui est celui des consultations des politico-militaires. Et aujourd'hui, il s'avère que le FAC, par exemple, qui est un des principaux protagonistes de la crise tchadienne actuelle, semble ne pas avoir été convié autour de la table par ceux qui mènent ces discussions. Donc, c'est pour dire que si l'honnêteté n'y est pas, s'il n'y a pas la volonté réelle de refonder ce pays, on va droit vers le mur. Il est encore possible de corriger les choses. Donc, pour revenir aux critères de participants, je suis encore surpris en tant que Tchadien qu'on soit encore dans l'attentive et qu'on demande que quelqu'un d'autre prenne le train et le conduise à notre place. J'ai écouté plusieurs personnes. J'ai suivi récemment les restitutions de la CODNI à la télé, qui ont rencontré d'abord les religieux, ensuite la société civile, ainsi de suite les partis politiques et tout. Et tout le monde pose la question de la participation. Je dirais non, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Au même titre que les consultations de Washington, si on croise les bras, l'ambassade ou la CODNI va coopter des gens pour participer aux discussions, ça sera la même chose. Le dialogue inclusif, si on va vers le dialogue. Et ceux qui demandent depuis lors la conférence nationale souveraine auraient baissé les bras. Il s'agit pour moi de prendre les différentes parties en présence. Pour moi, le gouvernement actuel, CODNI et tout ça font partie d'une seule et même entité. Il nous faut donc en face d'eux que les politico-militaires puissent également s'organiser et que ce qu'on peut appeler l'opposition à ce régime en place, où la diaspora, la société civile globalement s'organise, de manière à ce que les critères de participation soient clairement définis, qu'il y ait donc cette tripartite à l'image de la conférence nationale qui soit en place, ou du moins que les différentes parties aient droit à la parole et décident librement de critères de participation et quels sont les participants qui vont être retenus pour prendre part à ce dialogue. Si ce n'est pas le cas, on va droit vers le mur. On arrivera donc à cet échec et je rejoindrai encore une fois, je pense, la sœur Somté et Désiré, qui disent que si on va vers l'échec, il faudrait que les Tchadiens prennent leurs responsabilités et protègent et descendent dans la rue. Merci. Merci Abel, merci beaucoup pour cette intervention. Et là, je passe la parole à la sœur Désirée, qui a levé la main, ça fait aussi un temps. Allez-y, la sœur Désirée. Merci de m'avoir redonné la parole. Je voudrais juste apporter une réponse à notre frère Hassan. Parce que si j'ai bien compris, dès le départ, en fait, on a bien dit comme quoi nous allons discuter comme des gens civilisés amicalement et non dans l'animosité. Je n'ai fait que donner mon opinion et je n'ai fait que dire, c'est-à-dire tracer, c'est-à-dire donner ma position sur ma place ici dans le groupe. Je voudrais attirer l'attention de Hassan sur ça. Maintenant, je voudrais lui répondre. Tout à l'heure, il disait comme quoi il ne suffit pas seulement de rester derrière le clavier et dire des insanités telles que demander la division du Tchad, alors qu'aujourd'hui, en Afrique, on cherche plutôt l'unité. Mais nous, au Sud, je voudrais parler en tant que sudiste et en tant que défenseuse des sudistes. Nous, au Sud, on a toujours cherché l'unité avec nos frères du Nord. Si j'ai bien compris, moi, je suis né avant 1979. Je suis né en 68. J'ai 53 ans aujourd'hui. J'ai vécu les événements de 79 quand j'avais 9 ans, où j'ai vu les cadavres jonchés derrière ma maison, où j'ai vu mes parents héberger nos frères du Nord dans notre maison, et mes parents ont pris des risques énormes sur leur vie, et où ils sont venus même menacer de bombarder la maison de mes parents. Et mes parents ont fait ça. 65 et 79.
J'ai eu des frères et des amis qui sont des gens du Nord. Ma mère qui est là aujourd'hui, si moi aujourd'hui je suis né, c'est grâce à une femme gourande où je suis né. En 82, les Naïmbaï et les autres, les Galiams, sont partis chercher nos frères du Nord pour les amener au sud du Tchad. Et ça, c'est encore une ouverture qui a été faite par les sudistes. Et nous, on a toujours cherché à vivre avec nos frères du Nord. Malheureusement, aujourd'hui, on a le pétrole qui a été exploité dans notre région. Et nous, on a été complètement privés de cette manne qui appartient à tous les Tchadiens. Et cette manne a été utilisée aujourd'hui pour acheter des armes et venir nous tuer avec. Quand il y a eu des manifestations, on a appelé tous les Tchadiens de sortir. Nos frères du Nord ne sont pas sortis. La plupart, peut-être c'est 1% de nos frères du Nord qui sont sortis et je les remercie. Et je crois que ces frères du Nord ont cherché à avoir une vie normale comme nous autres au Tchad. Et quand on les a appelés, ils ont refusé. Et il y en a même qui nous ont même envoyé des mails et qui nous ont même envoyé des textos en disant que nous, on ne sort pas. Nous, on ne sort pas. Et le gouvernement sur place a été tiré sur les enfants qui ont été manifestés. Ils ont tué 17 enfants. Et ces 17 enfants sont d'où? Sont du Sud. Dernièrement, il y a eu des événements à Faye-à-Largeau. Moi, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que je sais que quand le moment opportun viendra, ils vont sortir. Et effectivement, une semaine, ils sont sortis en masse. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose en N'Djamena? Depuis ce temps, qu'on demande à ce qu'ils sortent. Si depuis ce temps, qu'on demande à ce qu'ils sortent, si tous les Tchadiens sortent ensemble aujourd'hui, nous n'allons pas avoir cet État qui est en train de martyriser tout le monde. Je connais la souffrance de tous les Tchadiens, du nord au sud. Aujourd'hui, l'or qui est en train d'être sorti du nord du Tchad, aucun sudiste ne bénéficie de cet or parce qu'ils ont leur armée autodéfense dans le nord. Nous, au sud, on n'a rien. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le sud? Ce qui se passe aujourd'hui dans le sud, c'est que non pas seulement nos frères du sud ne sont pas armés, on leur a enlevé toutes les armes parce qu'on a été honnête en donnant toutes les armes parce qu'on ne veut pas de la guerre, nous ne sommes pas les battants en guerre, nous voulons la paix. On a donné toutes les armes. Quand on a demandé à ce qu'on donne toutes les armes, seulement aujourd'hui, quand il y a eu des problèmes, des conflits agriculteurs, éleveurs, les éleveurs ont des armes à feu qu'on utilise pour tirer sur les gens. Et aujourd'hui, on arme même les Mboro dans le sud, contre les cultivateurs. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est vrai. Moi, je veux l'unité du Tchad. Mais je ne peux pas accepter l'unité du Tchad à tous les prix. Et dire que nous sommes derrière les claviers, je trouve que ça, c'est une insulte à notre égard, à nous autres qui nous battons pour la dignité des sudistes. C'est une insulte à notre égard. Nous ne nous battons pas derrière le clavier parce que moi, à me connaître, les gens qui me connaissent, déjà toute jeune à l'école, je me battais déjà avec toutes ces personnes qui essayent de nous enlever notre dignité. Même en classe, je me suis battu plusieurs fois avec mes collègues parce qu'ils ont essayé de m'enlever ma dignité. Mais moi, ma dignité, je ne la vends pas. Je ne la vends pas, ma dignité. Ma dignité, je la laisse. J'accepte les personnes qui m'acceptent, qui acceptent ma culture, qui acceptent ma religion, qui acceptent ma région, je les accepte. Mais je rejette ceux qui me rejettent. Le respect, c'est mutuel. Je respecte ceux qui me respectent. Je ne respecte pas ceux qui ne me respectent pas. Et je fais la même chose avec les gens de ma région, avec les gens de mon ethnie. Tu respectes mon ethnie, je respecte ton ethnie. Tu ne respectes pas, je ne respecte pas. L'Afrique aujourd'hui, tous, nous nous battons pour que l'Afrique aille mieux. Aujourd'hui, le problème qui se passe au Tchad, c'est quoi? C'est parce que nous avons la France dans nos murs. Si vous avez lu le programme du Frolina, moi, j'ai tous les bouquins du Frolina que j'ai lus de long à large. Si vous avez lu le programme du Frolina, depuis l'indépendance, même avant l'indépendance déjà, c'est la France qui est en train de tirer les ficelles. C'est la France qui est partie dans le nord du Tchad et qui a fait les exactions. Dans le programme de Frolina et comme dans les journaux de Frolina, si vous allez là-dedans, vous pouvez les retrouver. Si vous ne les retrouvez pas, je peux faire des photocopies et je peux vous envoyer ça dans le groupe et vous allez les lire. La France a fait tellement de ravages au Tchad
qu'aujourd'hui, de telle sorte que les Tchadiens ne s'aiment pas entre eux. Le problème au Tchad aujourd'hui, ce n'est pas les problèmes de religion, ni les problèmes de région, ni les problèmes d'ethnie. Notre problème au Tchad, c'est la France. Notre problème au Tchad, c'est la France. C'est la France qui est en train de tirer les ficelles dans tous les sens. Qui c'est qui choisit nos gouverneurs au Tchad? C'est la France. Pourquoi la France est à 3 bases militaires au Tchad? C'est pour aller contrôler toute l'Afrique. Si la base française, les 3 bases françaises qui sont au Tchad aujourd'hui disparaissent, l'Afrique ira beaucoup mieux. Et même, je crois que le Tchad ira beaucoup mieux. Parce que si la France part du Tchad, les élections présidentielles vont se passer normalement. Si la France part du Tchad, nous allons avoir des bonnes écoles. Si la France part du Tchad, nous allons avoir des bons hôpitaux. Les lois seront créées. Nous tous qui sommes là, je ne sais pas s'il y a des gens du Tchad directement qui sont là avec nous, mais nous vivons dans les pays qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes acceptés tels que nous sommes dans les pays qui ne sont pas les nôtres. Nous vivons dans les communautés qui ne sont pas les nôtres. Quand on part au Tchad, moi, quand je pars au Tchad, j'ai la honte et la frustration. Pourquoi j'ai la honte et la frustration? Parce que quand je pars au Tchad, je vois mes frères et sœurs qui sont tous des Tchadiens. Tu vas en N'Djamena, tu vas dans le quartier nord, tu ne trouves que des musulmans. Quand tu es un chrétien et que tu pars dans le quartier nord et que tu vis avec les musulmans, tu ne te sens pas en sécurité parce que tu es menacé tous les jours. Tu vas dans les quartiers sud, tu trouves que des chrétiens, mais quelques musulmans parmi les chrétiens, mais ils vivent leur vie, personne ne vient les déranger. Tu vas dans le sud, c'est pareil. Les musulmans qui sont dans le sud, ils vivent leur vie, personne ne vient les déranger. Mais quand tu es un chrétien et que tu vas vivre dans les quartiers nord ou tu vis dans un quartier ou dans une ville où il n'y a que des musulmans, c'est toujours des problèmes. Et ça, c'est pourquoi? Parce que les lois ne sont pas respectées. Les lois ne sont pas respectées et parce qu'il y a des lois qui sont existantes. On dit que le Tchad est un pays laïque. Les lois sont existantes. Seulement, l'État tchadien ne fait rien pour que ces lois-là ne s'appliquent. Et c'est ça notre problème. Et la France regarde ça, la France observe ça et la France ne dit rien. La France laisse faire parce que ça fait son affaire. Pourquoi ça fait son affaire? Parce que plus on s'entre-déchire et on se bouffe le nez entre nous, plus eux, ça les aide à nous bouffer la laine sur le dos. C'est ça le problème du Tchad. Nous, on demande la division, pourquoi? On demande la division non pas seulement pour la frustration, mais on demande la division juste pour éviter que les gens continuent à s'entretuer. On demande la division juste pour éviter que les gens se détestent entre eux. Et je suis sûr que par la division, les gens vont continuer à faire leur commerce. Les gens, nous sommes en Afrique, nous sommes tous des Africains. Les gens vont continuer à vivre, à circuler les uns les autres d'un pays à l'autre, sans animosité. C'est ça le but de notre combat. Le but de notre combat, ce n'est pas seulement de rester derrière le clavier parce que nous, on est sur le terrain. On voit, on a des gens qui sont sur le terrain, avec qui on travaille. Donc, c'est pas notre lutte, ce n'est pas seulement derrière le clavier. Et c'est ça que je voudrais faire comprendre à Hassan. Merci. C'est pas dans un sens d'animosité, Hassan, que je m'adresse à vous, mais c'est juste pour vous faire comprendre que notre lutte est une lutte sincère et non une lutte juste sur les réseaux sociaux, en fait. C'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci, je vous en prie. Merci, Sœur Désirée. Et comme vous l'avez si bien mentionné, au départ, on avait parlé de la conversation, de discussion civilisée. Donc, merci de cette réponse au frère Hassan. Et là, nous sommes tenus par le temps. Il est 9h40. On va prendre 2 minutes de pause et puis en revenant, nous allons... Il y a Hassan qui veut réagir. Il y a aussi la sœur Delphine et puis il y a M. Missé. Donc, on va revenir en ordre. On va prendre Hassan. Peut-être il a une réaction à la réaction de la sœur. Donc, bon, on va faire ça. Merci beaucoup et 2 minutes de pause. Et vas-y encore. Okay.
Bon, bonjour, bonsoir à tout le monde. Je crois que nos 2 minutes sont épuisées et nous revenons là afin de donner la parole très brièvement au frère Kara pour qu'il s'exprime, et je crois que nous allons attaquer la 3e session. Et cette session, elle va consister au format du dialogue national inclusif. Mais avant d'y aller, Kara, vous étiez sur le point de parler. Je vais vous demander d'être très bref. Sans problème. OK. Allô? Oui, allez-y. Donc, mes excuses par manque de compréhension. Les autres ont pris le fardeau. J'aimerais dire être derrière le clavier ou micro ou caméra, même déclaration de l'État est derrière clavier ou l'écran. Si autre personne a pris la responsabilité et mettre sur lui, ça c'est un problème à lui. Donc, j'ai vécu les 79, j'ai pris le réchaud à la tête et j'ai eu coulement de pétrole dans tout le corps. Donc, les cicatrices, ça a pris du temps pour disparaître. Donc, des 79, on était dedans. Mais ce qui est bon d'être cohabitant, c'est ça, c'est l'essentiel. Moi, j'aimerais savoir où mettre sur pied. Moi, je suis né du Sud. Je suis du Sud. Mes parents sont à peu près 600 personnes éliminées au Sud. Pas lointaine, 10 ans passés. 10 ans passés. Et il y a les réseaux sociaux. Vous vous souvenez bien que docteur Naor était là, docteur Djibril Dasser était là, et puis ces zones-là étaient malmenées, massacrées, parce que ces zones-là, parce que ce sont des musulmans, il n'y a pas les réactions du Sud. Oui, ils sont dans notre zone, ils ne sont pas nos frères parce qu'ils partagent différentes religions. Il y a des gens qui sont tués, 600 personnes. Au temps de Djibril Dasser, au moment où il est dans les grottes, personne n'a parlé. Et il y a des défenseurs du Sud. Donc, les Nilim, ça se trouve où? J'ai parlé. Donc, toute personne défend son intérêt régional ou cantonal, je ne sais pas. Je mets ça. Et puis, pour nous, les Nilim, les Bois, les Toumag, les Tounia et les autres, sont déclassés. Donc, c'est que l'oreille qui a de coton n'a qu'à écouter ça. Les Nilim, les Tounia, les Toumak, les... Il y a à peu près une quarantaine qui ne sont pas considérés comme des sudistes. Le sudiste n'est pas veut dire que porter le croix, ou le sudiste ne veut dire pas aller à la mosquée. Merci. Ça, c'est vraiment pertinent, Kara, ce que vous avez dit. Et je retiens aussi au début de votre intervention que vous vouliez clarifier que vous ne vous adressez pas à une personne ou un groupe en particulier, mais que c'est votre intervention, elle s'applique à tout le monde, y compris le gouvernement tchadien. Et je vois qu'il y a quelque chose qui vous touche vraiment au cœur et que vous voulez exposer. Bon, je suis sûre que tout le monde a entendu. Et s'il y a des gens qui ont pris ombrage à vos propos, vous avez clarifié, ce n'est pas envers une personne ou un groupe en particulier, vous exprimez simplement votre douleur en tant que Tchadien. Et sur ce, nous allons conclure la session d'avant et nous allons commencer la 3e session. Et cette session va se focaliser sur le format du dialogue national inclusif. Il y a 3 pistes que nous voudrions explorer pendant ces 40 minutes-là. Quelle forme devra prendre le dialogue en cours de préparation? Est-ce que ça doit être un dialogue national inclusif
ou une conférence nationale souveraine inclusive? Ça, c'est la première question. Une autre question, c'est la question du facilitateur international. Est-ce que les Tchadiens doivent se faire accompagner par une entité, une tierce, par des groupes tierces, ou doivent-ils trancher leurs problèmes entre eux? Et de la durée du dialogue national ou de la conférence nationale, quelle que soit la forme, quelle durée pensons-nous que ce soit adéquat pour ces consultations? Quel nombre de participants pensons-nous avoir pour une réussite de ces consultations? Quel genre d'organisation, quel comité d'organisation? Alors, si vous voyez bien, nous sommes en train nous ne sommes pas écartés vraiment des questions posées lors des 2 premières sessions, mais nous sommes en train d'essayer de nous focaliser question par question pour permettre une discussion un peu plus ciblée. Alors, je ne vois pas les caméras, je ne suis pas vraiment en mesure de voir. Je ne sais pas s'il y a des gens déjà qui sont en train de taper des questions sur le chat ou pas, mais je vais répéter les questions. Et ces 3 questions ont à voir avec le format du dialogue national. Est-ce que ça doit être vraiment un dialogue national inclusif comme ça se fait, comme ça se prépare, ou devrons-nous avoir une conférence nationale souveraine? Est-ce que ce soit un dialogue ou une conférence, est-ce que ces assises doivent être contrôlées entièrement par les Tchadiens entre eux et trancher leurs problèmes? Ou faut-il associer des acteurs internationaux? Et quelles sont les modalités telles que la durée, le nombre de personnes, le nombre des acteurs qu'il faut associer pour assurer la réussite de ces dialogues? Si Monsieur Antoine Souniabe Missé est là, je voudrais commencer en lui donnant la parole. Monsieur Antoine Souniabe Missé, vous êtes là? Allô? Oui, vous avez la parole. Essayez de répondre à l'une ou l'autre ou pourquoi pas à toutes les 3 questions sur le format du dialogue national que je viens de poser. Ok, merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir pris le train en marche. Je n'ai pas suivi les 2 premières sessions. Pour dire un mot peut-être du dialogue national inclusif comme on l'entend de façon générale avant de dire un mot sur les 3 questions. Et bon, moi, mon avis personnel, avec les expériences que j'ai maintenant du Tchad, je suis parmi les sceptiques, des gens qui sont complètement pessimistes sur le fait que le système actuel puisse organiser quelque chose qui soit convenable à tous. Parce que quelque chose de bien, qui est réussi, signifiera d'éjecter des personnes qui se sont accaparées de quelque chose qui ne leur appartient pas. Donc, sur ce plan, je pense qu'il n'y a rien à attendre et tout le monde va, après ce fameux dialogue-là, tout le monde va publier des communiqués pour dire qu'ils ne sont pas liés par les conclusions, etc. Maintenant, pour parler du format, au début, on avait voulu qu'on puisse faire une sorte de conférence nationale en avril, après la mort du président de la République, pour qu'on puisse aller dans une transition normale. Malheureusement, les gens ont fait en sorte que tout le monde soit mis devant le fait accompli avec l'appui de la France et nous nous sommes retrouvés dans cette situation qui était déjà prévisible et je pense que j'avais contacté certaines personnes il y a presque une année avant pour dire que ce sera le scénario qui va se présenter à la mort du président. Maintenant, ce dialogue-là, je pense qu'ils le font pour la forme parce que
lorsqu'ils ont su qu'il y a des gens qui veulent la fédération et le pouvoir en place et la France sont totalement paniqués. Et ils vont faire en sorte qu'au dialogue, tous ceux qui peuvent faire des propositions importantes se découragent, quittent la salle et vont conclure le dialogue à seul. Actuellement, si on n'a pas un facilitateur international, si on n'a pas les Nations Unies avec nous, on ne peut rien avoir entre Tchadiens, quelque chose de convenant, parce que ceux qui sont là, c'est vraiment des usurpateurs au vrai sens du mot, usurpateurs de partout. J'avais voulu répondre au débat qui était là, parce que tout le Tchad souffre. J'ai fait une bonne partie du nord, une bonne partie du sud. Les gens souffrent de la même manière. C'est des quelques personnes en N'Djamena qui usurpent tout et qui pensent être les représentants de tous les Tchadiens. Et c'est ce qu'on avait dit que la fédération permettra de clarifier les jeux. Maintenant, en ce qui concerne le format, même la conférence nationale souveraine de 93, malgré ses succès, la conférence nationale s'est terminée en queue de poisson parce que le président avait dit qu'il allait clôturer, je crois, le lendemain ou après-demain. Ils étaient obligés de bâcler beaucoup de sujets, y compris la constitution d'ailleurs qui n'a pas été discutée. Et le Premier ministre a été élu vers les 4 heures du matin. Et si on a vu les forums qui ont été organisés, les 2 forums précédents, c'est ce format-là qui va être avec des participants qui vont être jusqu'à 800 et des débats vont aller dans tous les sens parce qu'ils ont une trentaine ou soixantaine de sujets, y compris des sujets qui n'ont rien à voir avec la transition, des sujets de développement. Donc, pour la durée, normalement, si on suit le format que les Béninois ont organisé pour lancer la conférence nationale, un débat pendant 1 mois suffit largement pour régler les problèmes du Tchad qui ne sont pas nombreux, parce que c'est 2 ou 3 problèmes qui ont engendré le reste. Le nombre de participants, actuellement, la préparation est organisée par presque 300, alors que la conférence nationale souveraine était organisée par 15 personnes. Si on a 300 qui préparent le dialogue, il faut s'attendre à ce que la participation également soit plus de 300. Si on a 300 personnes qui participent au dialogue, et si on estime que chaque personne va parler pendant 5 minutes plus les exposés, on va dépasser les 1 mois. Et ça, ce serait pour traîner et ne rien avoir de clair. Si les participants sont maximum 250 ou grand maxi 300, ce serait un format acceptable. Maintenant, qui doit participer? Le profil un peu des participants, je ne sais pas si ça fait partie des questions. On doit faire en sorte que ceux qui participent soient vraiment des personnes qui n'ont pas de casseroles. C'est ce que nous, on essaie de dire au milieu de la société civile. Des gens qui traînent des casseroles, qui iront là-bas pour se protéger parce qu'ils ont accumulé des biens, ils ont tué des personnes, ils ont fait des choses graves. Et ces personnes-là ne devraient pas participer à un débat aussi important sur l'avenir du Tchad. Et je crois que parmi, disons, les partis politiques, ils sont plus de 300 également. Ils doivent s'organiser en sorte qu'ils soient représentés, parce que chaque fois qu'il y a élection, ils s'organisent en groupe. Et on va prendre les groupes de dernière élection pour qu'ils aient des représentants. La société civile également peut s'organiser pour envoyer une vingtaine, trentaine de représentants. Les femmes, les jeunes, les handicapés, etc. Tous ces groupes-là doivent être représentés à travers leurs représentants, parce qu'on n'a pas besoin de tous aller dormir dans la salle, comme on a vu pendant la conférence nationale. Maintenant, pour terminer, cette histoire de souveraineté, je pense qu'il y a des gens qui croient, je m'excuse du terme, assez naïvement, qu'on pourra déclarer cette conférence, ce dialogue-là souverain. Je crois que c'était une phrase lancée pour apaiser les gens. Et les gens vont, ceux qui sont autour du pouvoir vont lui dire si la conférence, si le dialogue est souverain, ça veut dire qu'ils peuvent vous éjecter. Ils ne vont pas donner cette souveraineté-là. Ils vont dire que la souveraineté concernera uniquement les conclusions qui vont sortir ou quelque chose comme ça. Donc, parler de souveraineté, les gens sont très contents parce qu'ils disent qu'ils ont obtenu que la conférence soit souveraine lors du discours. Mais je ne pense pas qu'on donnera une souveraineté qui puisse permettre aux résolutions de cette conférence-là d'être exécutoires immédiatement. Voilà un peu, à peu près ce que moi je vois.
Et comme je dis, je suis parmi les pessimistes. Je pense, comme on le dit, rien de bon ne sortira de ce dialogue. Nous, on prépare déjà l'après-dialogue. Merci. Mais là, Antoine, permettez-moi de vous pousser un peu plus. Il y a certains qui disent qu'il n'est pas tard d'aller à une conférence nationale souveraine inclusive, même si il y a déjà beaucoup de consultations qui se sont faites. Et ce camp-là soutient que nous devons savoir que beaucoup de Tchadiens n'acceptent pas la forme actuelle proposée du dialogue. Ils disent aussi que nous ne devons pas dire que c'est un fait accompli et que si nous rejetons quelque chose, nous ne devons pas la cautionner, nous ne devons pas accompagner parce que si d'un côté nous disons que nous ne voulons pas de ce dialogue, mais que nous nous y présentons quand même, c'est que nous la cautionnons. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je pense que, et je disais dernièrement aux autres, on doit, pour une stratégie de réussir, il faut qu'il y ait plusieurs groupes avec des opinions différentes. C'est ça qui fait la pluralité. Par exemple, les groupes qui ont rejeté ce qu'on peut appeler coup d'État actuellement, il n'est pas question qu'ils se présentent à quelque chose organisé par ces personnes issues du coup d'État, parce qu'ils vont les valider, disons, ils vont valider le coup d'État. Il y a des groupes qui veulent encore qu'on remette la Constitution en place et qu'on ouvre une transition normale conformément à la Constitution. Le groupe ceux qui demandent la modification de la charte, ce groupe-là de façon implicite, reconnaissent le CMT, eux, ils doivent participer. Maintenant, la participation à ce dialogue-là, l'avantage serait de soulever des questions qui seront certainement rejetées, mais soulever des questions pour mobiliser la population, pour éclairer la population, pour que les gens puissent saisir la question et s'exprimer lors des référendums ou lors d'une des autres consultations. Ce sera le seul avantage pour ceux qui participent. Mais comme les pré-dialogues ont déjà montré un peu le visage de ce qui peut se passer, on ne pourra pas s'étonner que ça se passe exactement comme le pré-dialogue et qu'on puisse prendre la participation de ceux-mêmes qui étaient contre le CMT ou contre le dialogue comme ayant contribué et que ce sont des mauvais perdants. Je crois que ceux qui ne reconnaissent pas le CMT ne doivent pas participer à ce dialogue s'ils veulent être cohérents avec eux-mêmes, s'ils veulent avoir quelque chose dans la suite de ce qui va se passer. Maintenant, est-ce qu'il faut une conférence nationale souveraine? La question est oui, parce que la peur actuellement au Tchad, c'est qu'après le dialogue, ce sera la guerre. Parce qu'il y aura absolument beaucoup de personnes qui ne vont pas se reconnaître dans ce dialogue. Et certains disent que Doha, ce n'est pas une conférence, une pré-conférence pour les politico-militaires, c'est une pré-conférence tribale pour, disons, comment on peut dire, pour convenir sur les modalités pour garder le pouvoir aussi longtemps que possible. Et c'est ça le nœud du problème. Ceux qui ont le pouvoir en main, je crois que pour rien au monde, ne le remettront en jeu parce qu'ils contrôlent la balle, ils ne vont pas le mettre en chandelle comme ça. Et ceux qui ont les armes voudront aussi se faire entendre. Et si on aime ce pays, on est obligé de remettre les choses à plat, aller à une conférence nationale souveraine pour élire un président de transition civile, un gouvernement civil, laisser les militaires rentrer à la caserne et recommencer une transition civile. Sans quoi, l'échec, elle est là, et c'est la guerre que nous prions pour que ça n'arrive pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais je pense que c'est un peu ça. OK. Merci et j'espère que vous continuerez de rester avec nous. Oui, vraiment, vous avez soulevé des questions très, très, très pertinentes. Mais je voudrais donner la parole à Maître Jacqueline Moudaïna, que j'ai aperçue sur la liste. Si Maître Jacqueline Moudaïna est toujours là. Bon, j'ai une petite... il y a la sœur Delphine qui a la main levée, ça fait déjà... Ah. C'est même
avant la pause. Oh, désolé, je n'ai Oui. pas vu. Okay. Et puis, il y a aussi la sœur Somti. OK. OK, merci. OK, bon, mais avant de donner la parole à ces deux sœurs qui ont levé la main, je voudrais m'assurer que Maître Jacqueline Moudeina est là dans la salle et qu'elle m'écoute. Apparemment, non. OK. Alors, très brièvement, je vais donner la parole à... Vous avez dit Désiré et puis Somte. Oui, Delphine et Somte. Ah, Delphine et Somte. Oui. Et il y a, je ne sais pas si le frère Antoine a la main levée d'avant ou bien il vient de lever la main encore. Donc, voilà. D'accord. Je demanderai à Antoine de rester en stand-by parce que j'ai d'autres questions à lui poser. Mais avant de revenir vers lui, Delphine, allez-y. Et après votre intervention, Somme, tu peux y aller. Merci. Merci, Nako, pour la parole donnée. En fait, j'ai écouté les différentes interventions, celle de Désiré qui fait vraiment, qui dresse le tableau de la situation réelle de frustration qui puisse exister au niveau de tout le peuple tchadien. Antoine aussi, j'ai aimé point par point ses interventions, ainsi que l'intervention du excusez-moi, j'ai un appel qui manque là. Je veux refuser, puis on va continuer. Okay. Voilà. Allô? Oui, peut-être là. Et donc, ce que je veux dire, on peut dire merci aux réseaux sociaux, à la technologie des nouvelles, l'avancée grâce au TIC là, et l'information passe. La différence d'avec le temps d'avant, c'est qu'on était au courant de rien. Il y a beaucoup de problèmes d'information, de manque d'information, de connaissances. Il faudrait que si les uns et les autres étaient bien au fait de l'histoire du Tchad et de l'Afrique dans la globalité, ça nous éviterait la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et donc, ceci pour dire que je suis pour une conférence souveraine et inclusive. C'est le moment d'aller au fond des problèmes qui minent la cohésion de l'existence du Tchad. La France et tous les pays colonisateurs, ils ont pris l'Afrique comme leur gâteau, ils se sont partagés sans tenir compte de réalités sociales, culturelles sur le terrain. Pour eux, ils ne voient que leur intérêt. La seule différence d'avec, par exemple, les anglophones et les Allemands, eux, ils cherchent seulement à s'occuper de leur intérêt sans intervenir dans la culture des gens sur place. La France a été la plus méchante des colonisateurs. Eux, ils nous ont tués jusque dans l'âme. Et ils ont fait exprès de choisir les minorités pour entretenir justement et ils cultivent les sujets de rancœur entre les peuples. La preuve, ils y sont arrivés très bien dans le génocide qui a abouti au génocide de Rwanda. On y est presque au Tchad. Il faudrait qu'on en prenne conscience. Donc, voilà pourquoi j'ai dit l'intervention d'Antoine et par rapport à la réalité qui nous pend au nez, c'est la guerre. Cette rencontre de Doha, c'est ça. Et donc, moi, je prie que la conférence nationale souveraine et inclusive s'impose si les conditions sont réunies pour qu'on crève l'abcès pour refonder, trouver de nouveaux paradigmes pour l'existence d'un Tchad uni, que ce soit le fédéralisme qui soit choisi ou bien le pouvoir unitaire d'emblée et tout l'essentiel, et que on doit aborder les problèmes qui minent la société tchadienne. Parce que le clan qui est là au pouvoir est maintenu par la France sciemment pour que le bordel continue à exister au Tchad, parce que le Tchad, de par sa position géostratégique, est vital pour la France. Et donc, si les gens
les gens s'entendent pour qu'il y ait un Tchad, on réunit, on rejoint les autres, la volonté des autres États d'Afrique qui ne veulent plus rien entendre de la France. Voilà ce que j'ai ajouté. Donc, moi, je suis pour, mon souhait, c'est qu'il y ait une conférence nationale souveraine et inclusive. Merci. Merci, merci Delphine Mortin. Nous allons passer la parole à la sœur Soumti. Merci de m'avoir redonné la parole. Bon, je rejoins un petit peu l'analyse de certains de mes compatriotes, entre autres Désiré et Delphine, une partie. Et j'ai un autre compatriote qui avait pris la parole. Bon, je partage une partie de son monsieur Bissé. Bon, après, c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui au Tchad, je pense qu'il y a deux analyses. Soit on est contre à 100% et on ne prend pas du tout part à tout ce qui se passe, soit parce que tout à l'heure, j'ai entendu que ceux qui veulent la révision de la charte, ils ne sont pas en cohérence avec leur point de vue. Non, je pense que la charte du CMT du mois d'avril donne tous les pouvoirs d'une république à un individu. Ce qui n'est pas logique, ce qui n'est jamais vu. Donc, si on demande, s'il y a un pan de la population qui propose une révision de la charte, c'est pour qu'il y ait aussi un partage de pouvoir, que ces pouvoirs-là ne soient pas détenus que par un seul homme dans un gouvernement de transition. Après, effectivement, je pense qu'il y a quand même une chose qu'on a constatée depuis que ce gouvernement de transition est en place, c'est qu'il ne fonctionne pas comme un gouvernement de transition, il fonctionne comme un gouvernement établi et qui travaille. Il y a des nominations tous les jours. Je pense qu'ils battent le record des décrets et des nominations. Ils nomment les gens, ils les défont, ils remplacent les gens, etc., etc., etc. Dans le même temps, ils te disent qu'ils n'ont pas d'argent pour mener à bien le dialogue inclusif que la population tchadienne réclame. Mais donc, ils voyagent pour réclamer à l'Europe, à différents pays de subventionner le dialogue. Mais dans le même temps, ils gaspillent l'argent du peuple. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, à l'exception, je dis bien à l'exception de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui dans ce gouvernement de transition, je pense que la majorité des Tchadiens, 80% des Tchadiens, sont d'avis pour dire que ce dialogue est faussé depuis le départ et que ça ne donnera rien de bon. Après, certains disent la politique de la chaise vide n'arrange pas. Et donc, effectivement, ils veulent y participer, ils veulent apporter leur pierre à l'édifice, mais en posant des préalables. Donc, il faudrait que le gouvernement de transition accepte ce préalable pour permettre à ceux-là qui veulent y aller d'apporter leur pierre à l'édifice. Mais la sœur Désirée a mis le pied dans le plat pour les problèmes cruciaux qui gangrènent le Tchad depuis 40 ans. Depuis 40 ans, pour ceux qui veulent absolument que le Tchad soit uni et qui ne veulent même pas regarder quelles sont les différentes autres formes qui existent pour rassembler les Tchadiens, si on regarde bien, pour même nous qui vivons à l'extérieur et qui avons l'habitude d'aller au pays, le Nord et le Sud, les gens ne vivent plus du tout comme le Nord et le Sud vivaient dans le temps. Ça a changé complètement depuis les années 1975, 76, 77. La donne a complètement changé. Le Nord, quand vous allez à N'Djamena, je prends juste un autre exemple crucial et flagrant, vous allez à N'Djamena, vous rentrez dans les quartiers du Sud en pleine saison de pluie, les gens vivent dans des mares d'eau,
vous avez des maisons qui s'écroulent sur des fratries, les gens ne peuvent pas sortir de chez eux, l'électricité, n'en parlons pas, ils mettent l'électricité sur les coups de 1h, 2h du matin jusqu'à 5h dans les quartiers où il y a la majorité des sudistes qui vivent, et après c'est coupé, vous allez rue 40, vous avez l'impression de ne pas être à N'Djamena. Vous avez l'impression d'être dans un autre pays que le Tchad. Et pendant 40 ans, les gens ont dirigé ce pays. Et depuis 13 ans, le Tchad a découvert quand même du pétrole et exploite du pétrole. Donc, je pense qu'il va falloir, même si on parle d'un Tchad uni et indivisible, il va falloir que les gens gèrent les problèmes quotidiens qui gangrènent la population tchadienne. Il y en a qui ont des passe-droits, qui ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, qui sont impunis et qui s'en vantent même, et il y en a qui n'ont pas le droit du tout. Donc, quelle que soit hein, la personne qui va arriver au pouvoir et qui voudra gérer ce Tchad-là pour pouvoir unir tout ce monde-là, il va falloir que cette personne s'attelle dans un premier temps à résoudre tous les problèmes sociétaux qui existent et qui gangrènent la population au quotidien. Une fois qu'il aura résolu ce problème-là, il faudrait qu'il y ait la justice, l'égalité des droits pour tout le monde. C'est pas toi, tu as droit, ok, on te juge d'une certaine façon, toi, tu n'as pas droit, on ne va pas te juger. Et puis, les autres, eux, ils n'ont pas droit ni à la justice, ni à l'égalité des droits, ni à la redistribution des ressources de l'État tchadien. Ils ont le droit seulement de vivre dans la misère et de mourir dans la misère. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc, moi, je pense que ce dialogue-là, il faut que les Tchadiens, et moi, ce qui me désole, c'est que tu as beaucoup de Tchadiens qui vivent aussi sur le terrain et tu en as beaucoup qui font comme s'il n'y a pas de problème. Et les problèmes réels, ils sont là. Et moi, ce que je dis, c'est que je comprends parce que les gens, depuis 40 ans, ils ont tellement vécu dans la dictature, ils n'ont connu que la dictature. Les gens ont vécu dans la peur et du coup, les gens ont peur aussi. Et quand on voit que Massa a réussi quand même à sortir autant de jeunes tchadiens dans les rues de N'Djamena, eh ben, moi, je dis vraiment bravo, bravo. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que si on a envie de laisser autre chose à nos enfants, de laisser autre chose aux jeunes Tchadiens, ça, c'est encore un autre problème. Les gens sont sortis, les parents se sont saignés pour qu'ils fassent des études, ils rentrent, ils font rien. Ils font rien, 40 ans. Il y en a qui sont rentrés, qui sont là depuis 40 ans, qui n'ont trouvé aucun boulot. D'autres 20 ans, d'autres 10 ans, d'autres, etc., etc. Tous ces problèmes-là, il va falloir le résoudre. Mais en les balayant d'un revers de la main, on n'arrivera jamais à construire le Tchad tel que les gens veulent l'imaginer, un Tchad uni, où il n'y a pas de problème, où on peut tous vivre ensemble, etc. Ce n'est pas vrai. Merci de m'avoir donné la parole.